Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 26 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. Cette semaine, nous allons parler d'un changement qui est en train de transformer silencieusement notre manière de faire du marketing digital. Le passage d'un Internet du clic à un Internet de réponse. Pendant plus de 20 ans, le web a reposé sur un modèle simple. Les utilisateurs cherchaient sur Google, les moteurs leur proposaient des liens et les sites web récupéraient du trafic. Mais ce modèle est progressivement en train d'évoluer. Aujourd'hui, Google répond directement aux questions. Les IA génératives synthétisent l'information avant même que l'utilisateur ne visite un site internet. Et de plus en plus d'actions sont réalisées par des agents capables d'interagir directement avec nos outils marketing. Le clic existe toujours, mais il devient plus rare, plus précieux. Et surtout, il n'est plus forcément l'unique indicateur de visibilité. C'est précisément ce que révèle une nouvelle étude consacrée au phénomène du zéro-click marketing. Et d'ailleurs, dans cette étude, les internautes français continuent davantage à cliquer que dans de nombreux autres pays, mais la tendance, elle est bien là. Une part croissante des réponses est désormais consommée sans aucune visite. Alors comment continuer à générer de la visibilité lorsque les moteurs répondent avant même l'ouverture d'un site ? Comment mesurer sa performance lorsque l'attention se déplace vers les moteurs de réponse et les assistants IA ? Et surtout, comment adapter ses stratégies marketing à cette réalité ? C'est ce que nous allons décrypter ensemble dans cet épisode. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur les 3 actualités GIO à retenir pour ceux qui cherchent à améliorer leur visibilité dans les IA. Au programme, une source d'information encore sous-estimée par de nombreuses marques, une pratique qui pourrait finalement pénaliser votre visibilité et une étude qui révèle ce que les IA voient réellement lorsqu'elles analysent vos pages web. On parlera également des MCP, ces nouveaux connecteurs qui permettent aux intelligences artificielles d'interagir directement avec Meta Ads, Screaming Frog, Google Analytics ou encore la Search Console. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle façon de piloter le marketing digital ? C'est ce que nous verrons. Nous reviendrons aussi sur la migration annoncée de la campagne DSA vers IMAX chez Google Ads et surtout sur les conséquences concrètes pour les annonceurs qui doivent dès aujourd'hui préparer cette transition. Nous analyserons ensuite le lancement du Creator Marketplace de LinkedIn, une initiative qui confirme l'importance grandissante de l'influence marketing dans les stratégies B2B. Et enfin, nous terminerons avec un chiffre qui soulève une question rarement posée. Le trafic généré par les bots d'intelligence artificielle a augmenté de 300% en un an. Une croissance spectaculaire qui nous amène à nous interroger sur un sujet essentiel. Qui va payer la facture de l'IA ? Alors, que vous soyez au bureau, dans les transports ou tranquillement chez vous, installez-vous bien. Votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Avant de passer à l'actualité à la une, un petit mot pour celles et ceux qui auraient manqué notre dernier épisode de Focus, le format long de Digital Marketing for Pro. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir Amandine Martin-Briand, Head of LinkedIn Marketing Solution pour la France, pour une interview exclusive autour d'une question qui concerne aujourd'hui toutes les équipes marketing B2B. Comment faire évoluer sa stratégie LinkedIn dans un monde où les parcours d'achat sont de plus en plus influencés par l'IA, les LLM et le zéro-click marketing. Au cours de cet échange, nous avons notamment parlé du rôle des collaborateurs ambassadeurs, de l'évolution des pages entreprises, de l'importance grandissante du full funnel, mais aussi d'un sujet qui m'a particulièrement marqué, pourquoi LinkedIn devient progressivement un canal d'influence et de crédibilité davantage qu'un simple canal de trafic. Bref, si LinkedIn occupe une place importante dans votre stratégie marketing ou commerciale ou tout simplement à titre de curiosité, je pense que cet épisode vous apportera de nombreuses pistes de réflexion très concrètes pour les mois à venir. Vous pouvez retrouver Focus dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute en recherchant DM4 Pro sur Deezer, Apple Podcasts ou encore YouTube, si vous préférez le format vidéo. Allez, entrons dans le vif du sujet avec l'actualité à la une de la semaine, qui est assez importante. Si vous écoutez régulièrement DM4 Pro, Digital Marketing for Pro, vous m'entendez souvent parler du zéro-click marketing.
Derrière ce terme, il y a une idée simple, les internautes obtiennent de plus en plus leurs réponses sans avoir besoin de cliquer sur un lien. Que ce soit via les extraits enrichis de Google, les AI Overviews, les moteurs de réponse comme ChatGPT ou Gemini, ou même directement dans certains réseaux sociaux, l'information est désormais souvent consommée là où elle est affichée. Cela ne signifie pas que les sites web disparaissent, cela ne signifie pas non plus que le trafic n'a plus d'importance, mais cela change profondément la manière dont les marques gagnent en visibilité et influencent les décisions. Et ce n'est pas par hasard si nous revenons régulièrement sur ce sujet, car c'est probablement l'une des transformations les plus concrètes de l'intelligence artificielle sur les stratégies de marketing digital. Depuis plusieurs mois, le même constat revient partout, les internautes cliqueraient de moins en moins et forcément cela inquiète. Parce que pendant plus de 20 ans, le modèle du web a reposé sur un principe simple, les moteurs de recherche envoyaient du trafic aux sites qui produisaient les contenus. Mais aujourd'hui, ce modèle évolue. Google répond directement aux questions, les AI Overviews synthétisent plusieurs sources et les moteurs conversationnels habituent progressivement les utilisateurs à recevoir une réponse immédiate. Alors une question se pose, sommes-nous réellement en train d'assister à la disparition du clic ? Une étude internationale récemment publiée apporte justement des éléments de réponse particulièrement intéressantes. Et ce qui m'a surpris, c'est que la France ne se comporte pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Le premier enseignement de cette étude, c'est que les Français continuent à cliquer. Bonne nouvelle, et même plutôt beaucoup. Avec un taux de clic de 65,3%, la France se classe 4e parmi les pays étudiés, derrière les pays de l'anglosphère, mais devant le Canada, l'Allemagne et l'Italie. Plus intéressant encore, 78,1% des clics réalisés en France se dirigent vers des résultats organiques ou publicitaires. C'est tout simplement le taux le plus élevé des 6 pays analysés. Autrement dit, malgré toutes les discussions autour du zéro-click marketing, les Français continuent largement à consulter les sites web. Mais l'étude révèle également un deuxième phénomène. Les internautes français reformulent très peu leurs recherches. Seulement 22,9% effectuent une seconde requête après la première. C'est extrêmement faible et cela signifie qu'une immense majorité des utilisateurs trouvent ce qu'ils recherchent dès leur première tentative. Le troisième enseignement de cette étude, c'est que 42,3% des sessions françaises se terminent après une seule recherche. Là encore, c'est l'un des niveaux les plus élevés observés dans l'étude. À première vue, ces chiffres semblent un peu contradictoires. Les Français cliquent beaucoup, mais ils reformulent peu et ils quittent souvent Google après une seule recherche. En réalité, ces données racontent une histoire très cohérente. Les utilisateurs deviennent tout simplement plus efficaces. Ils savent mieux formuler leur intention, Google répond mieux à leurs attentes, et lorsqu'ils décident de cliquer, c'est généralement parce qu'ils ont réellement besoin d'aller plus loin. C'est probablement là le principal enseignement pour les professionnels du marketing. Le clic ne disparaît pas, il devient tout simplement plus exigeant, plus qualifié et potentiellement plus précieux. Pendant longtemps, beaucoup de stratégies SEO ont été construites autour du volume, plus de pages, plus de mots-clés, plus de trafic. Mais dans un environnement où les réponses simples sont absorbées directement par Google ou par les IA, cette logique atteint progressivement ses limites. Les contenus qui continuent à générer des clics sont souvent ceux qui aident à comparer, à choisir, à décider, à se rassurer, autrement dit, les contenus qui créent de la confiance. Alors qu'est-ce que cela change concrètement pour nous ? Premièrement, il devient dangereux de mesurer le SEO uniquement à travers le trafic. La visibilité et l'influence prennent une importance croissante. Deuxièmement, les requêtes à forte intention deviennent encore plus stratégiques. Les comparatifs, les avis, les études, les retours d'expérience, toutes ces recherches où l'utilisateur a besoin d'un humain pour l'aider à prendre une décision. Et troisièmement, les marques doivent investir davantage dans leur crédibilité, dans leur branding, parce que lorsque les internautes cliquent moins souvent, chaque clic compte davantage. Et dans ce contexte, la vraie question n'est peut-être plus comment obtenir plus de trafic, mais plutôt comment devenir la source suffisamment crédible pour mériter le clic lorsqu'il se produit. Et vous allez voir que cette question va justement faire le lien avec notre prochain sujet consacré au GIO. Et justement, si le clic devient plus rare et plus précieux, une autre question apparaît immédiatement. Comment faire en sorte d'être visible dans les réponses générées par les IA ? C'est tout l'enjeu du GEO, le Generative Engine Optimization. Autrement dit, l'ensemble des techniques qui visent à améliorer sa présence dans ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot et tous les LLM du marché. Et cette semaine, 3 informations ont particulièrement retenu mon attention. Pourquoi ? Parce qu'elles remettent en question plusieurs idées reçues que beaucoup de professionnels du marketing considèrent encore comme acquises.
La première idée reçue, c'est que Google serait la seule source qui compte. Pendant plus de 20 ans, la plupart des stratégies SEO se sont construites autour d'un acteur dominant, Google. Mais dans un monde où les utilisateurs posent directement leurs questions aux IA, cette logique devient un peu plus complexe. D'ailleurs, une étude récente montre notamment que Brave Search est aujourd'hui une source de données particulièrement importante dans l'écosystème des IA génératives. Et pourtant, très peu d'entreprises s'intéressent réellement à leur visibilité sur ce moteur de recherche. Alors, qu'est-ce que Brave Search ? Il s'agit d'un moteur de recherche développé par l'entreprise Brave, l'entreprise qui est à l'origine du navigateur du même nom. Sa particularité, c'est qu'il dispose de son propre index du web. Autrement dit, il ne se contente pas de reprendre les résultats de Google ou de Bing, il explore et référence lui-même une partie du web, avec ses propres critères. Et si cela peut sembler anecdotique, c'est en réalité devenu un sujet extrêmement stratégique. Pourquoi ? Parce que Claude, l'IA développée par Anthropic, s'appuie fortement sur Brave Search lorsqu'elle effectue des recherches sur le web. Autrement dit, lorsqu'une marque améliore sa visibilité sur Brave, elle n'améliore pas seulement sa visibilité sur un moteur de recherche relativement confidentiel, elle augmente également ses chances d'apparaître dans les réponses générées par Claude. Et c'est précisément ce qui rend le GIO différent du SEO traditionnel. Pendant des années, nous avons raisonné en part de marché des moteurs de recherche. Aujourd'hui, nous devons aussi comprendre quelles sont les sources utilisées par les IA, car les moteurs les plus influents ne sont pas forcément ceux que les internautes utilisent directement. La deuxième idée reçue, c'est plus une marque parle d'elle-même, plus elle améliore sa visibilité. Là encore, les résultats sont contre-intuitifs. Une autre étude consacrée au GIO en B2B montre qu'une stratégie consistant à se positionner systématiquement comme la meilleure solution dans ses propres contenus peut parfois produire l'effet inverse. Pourquoi ? Parce que les IA cherchent avant tout des contenus perçus comme fiables, équilibrés et crédibles. Autrement dit, un article qui ressemble davantage à une publicité qu'à une analyse objective risque d'être moins bien exploité. C'est un enseignement particulièrement intéressant parce que pendant des années, les marques ont cherché à optimiser leur contenu pour les moteurs. Aujourd'hui, elles doivent aussi les rendre crédibles aux yeux des IA. Et cela pourrait favoriser les contenus comparatifs, les études, les analyses et les retours d'expérience. La troisième idée reçue, c'est que les IA voient exactement la même chose que les internautes. Et là aussi, la réalité, elle est un peu plus nuancée. Une étude récente s'est intéressée à la manière dont les moteurs IA interprètent les sites, notamment ceux qui utilisent massivement du JavaScript. Et le constat, il est assez clair. Même si les technologies progressent rapidement, certaines IA continuent à rencontrer des difficultés pour accéder à certaines informations lorsque les contenus dépendent fortement du rendu JavaScript. Autrement dit, ce qui est visible pour un utilisateur n'est pas forcément visible pour une IA, et cela rappelle une vieille leçon du SEO technique. La qualité du contenu reste essentielle, mais encore faut-il qu'il soit accessible. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces trois études ? Selon moi, elle envoie toutes le même signal. Le GIO est en train de devenir une véritable discipline à part entière, avec ses propres règles, ses propres outils et surtout ses propres bonnes pratiques. Demain, être visible dans les moteurs génératifs ne dépendra probablement pas seulement de la qualité du contenu, il faudra également comprendre quelles sources utilisent les IA, comment elles évaluent la crédibilité d'un contenu, comment elles interprètent techniquement notre site, et si vous pensez que tout cela ressemblait beaucoup au SEO de ses débuts, vous avez probablement raison. On continue avec un sujet qui est peut-être l'un des plus importants de l'année pour les professionnels du marketing. Et pourtant, il est encore relativement peu médiatisé. Je voulais vous parler des MCP. 3 lettres qui pourraient profondément transformer notre façon de travailler dans les prochaines années. Alors, derrière MCP, il faut comprendre modèle, contexte, protocole. Derrière ce terme un peu technique se cache une idée finalement très simple. Permettre à une intelligence artificielle de se connecter directement à nos outils. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous vouliez analyser vos campagnes publicitaires, vos performances SEO, vos données analytics, vous deviez généralement ouvrir plusieurs plateformes, Google Analytics, la Search Console, Google Ads, HubSpot, Salesforce, puis naviguer entre les interfaces, exporter les données, construire des rapports et interpréter les résultats. Les MCP changent progressivement cette logique. Demain, vous pourrez simplement demander à votre assistant IA « Pourquoi mes conversions ont-elles baissé ce mois-ci » ou encore « Quels sont les mots-clés qui ont perdu le plus de visibilité cette semaine ?» Et l'IA ira directement récupérer les données dans vos outils pour vous répondre. Autrement dit, nous sommes peut-être en train de passer d'un marketing piloté par différentes interfaces à un marketing piloté par la conversation. Et plusieurs annonces récentes montrent que cette transition est déjà en cours.
La première actualité importante, c'est que Meta a récemment lancé son propre environnement MCP pour permettre aux IA d'interagir directement avec les données publicitaires de Meta Ads. Concrètement, cela signifie qu'une IA pourra analyser vos campagnes, identifier les audiences les plus performantes ou encore détecter les opportunités d'optimisation sans que vous ayez besoin de parcourir manuellement tous vos tableaux de bord. Deuxième exemple, particulièrement intéressant pour les professionnels du SEO, c'est que Screaming Frog a également annoncé son propre MCP. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, Screaming Frog est probablement l'un des logiciels de crawl les plus utilisés dans l'univers du référencement naturel. Jusqu'à présent, un audit SEO impliquait souvent des exports, des filtres Excel et de nombreuses analyses manuelles. Demain, on pourra potentiellement demander quels sont les principaux problèmes techniques de ce site, quelle page présente le plus fort potentiel SEO et obtenir une réponse directement basée sur les données du crawl. Mais ce qui est intéressant, c'est que Meta et Screaming Frog ne sont probablement que le début de cette tendance-là, parce qu'on voit apparaître des MCP pour Google Ads, Google Analytics, la Search Console, Salesforce, HubSpot, et même pour certains outils de veille ou de gestion documentaire. La vraie question n'est donc plus quel outil utiliser, mais plutôt comment connecter intelligemment ces outils à nos assistants IA, car demain, la valeur ne sera peut-être plus dans l'accès aux données, la valeur sera dans la capacité à les interpréter rapidement, et c'est précisément ce que les MCP promettent. Alors bien sûr, nous sommes encore au début de cette transformation, les usages restent toutefois limités, les intégrations sont parfois imparfaites, et certaines entreprises auront encore besoin d'un contrôle humain important, mais le signal est très clair. Pendant 20 ans, les logiciels marketing ont été conçus pour être utilisés par des humains. À partir de maintenant, ils vont aussi être conçus pour être utilisés par des IA, et cela pourrait changer profondément le quotidien des équipes marketing. On continue avec une actualité qui concerne directement tous les annonceurs qui sont sur Google Ads. Google a confirmé la migration progressive des campagnes DSA vers le format IMAX. Alors, petit rappel pour commencer. Les campagnes DSA pour Dynamic Search Ads permettaient déjà à Google de générer automatiquement des annonces à partir du contenu d'un site web. L'idée, elle était simple. Plutôt que de créer des centaines de mots-clés manuellement, Google analysait les pages du site et déterminait lui-même sur quelle recherche diffuser les annonces. À l'époque, c'était déjà une première étape vers l'automatisation. Mais avec IMAX, Google pousse cette logique beaucoup plus loin. L'objectif n'est plus seulement d'associer une page à une requête, l'objectif est de comprendre l'intention derrière la recherche. Et c'est précisément ce qui rend cette annonce intéressante parce qu'elle confirme une tendance que l'on observe depuis plusieurs années. Google s'éloigne progressivement d'une logique basée sur les mots-clés pour aller vers une logique basée sur l'intention. Nous l'avons vu avec les stratégies d'enchères automatiques, nous l'avons vu avec les correspondances larges, nous l'avons vu également avec la PMax. Aujourd'hui, IMAX s'inscrit dans cette continuité. À chaque évolution, Google demande aux annonceurs de lui faire davantage confiance, de lui laisser davantage de liberté et surtout de lui fournir davantage de données. Alors, qu'est-ce que cela change concrètement pour les professionnels du marketing ? La première conséquence concerne le pilotage des campagnes. Pendant longtemps, une partie importante du métier consistait à gérer les mots-clés, les enchères ou encore la structure des campagnes. Demain, une partie croissante de ces décisions sera prise par l'algorithme. La valeur va progressivement se déplacer, moins vers l'exécution, davantage vers la stratégie. La deuxième conséquence concerne les données. Parce qu'au fond, l'intelligence artificielle de Google ne fait qu'une chose, elle prend les décisions à partir des signaux que nous lui transmettons. Si vos conversions remontent mal, si votre tracking est incomplet, si toutes vos conversions ont la même valeur, l'algorithme prendra potentiellement de mauvaises décisions. À l'inverse, plus les signaux sont précis, plus l'automatisation devient pertinente. D'ailleurs, ceux qui ont écouté notre échange avec Sébastien Broussois de Resoneo dans le deuxième épisode de Focus ne sont probablement pas surpris par cette annonce. Nous évoquions justement cette tendance de fond. Google pousse progressivement les annonceurs vers des formats de plus en plus automatisés et dopés à l'IA. Évidemment. Le risque n'est pas l'automatisation, le risque est de ne plus savoir ce que l'on pilote. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, nous vous mettons le lien de cet épisode dans la description de ce podcast. Et c'est probablement là le principal enseignement de cette actualité. Plus Google automatise, plus le rôle du marketeur devient stratégique, mais alors, comment anticiper cette migration vers IMAX ? Selon moi, il y a 4 actions prioritaires à mettre en place dès maintenant.
La première, c'est d'auditer votre tracking. C'est probablement le chantier le plus important. Avant de laisser davantage de décisions à l'algorithme, assurez-vous que vos conversions remontent correctement et que les données exploitées par Google sont fiables. La deuxième action consiste à enrichir vos signaux business. Si vous disposez d'un CRM, c'est le moment de réfléchir à la remontée des conversions offline, à la qualification des leads et à l'intégration des données permettant à Google de comprendre ce qui génère réellement de la valeur et pas uniquement une conversion. La troisième action concerne vos contenus. On l'oublie souvent, mais les campagnes DSA, comme les campagnes IMAX, s'appuient directement sur le contenu des pages du site. Des pages mal structurées, imprécises ou peu alignées avec les intentions de recherche limiteront la capacité de l'algorithme à identifier les bonnes opportunités. Enfin, quatrième chantier, faire évoluer vos indicateurs de pilotage. Demain, suivre uniquement les clics ou le coût par conversion risque de devenir insuffisant. Les annonceurs les plus performants seront probablement ceux qui relieront davantage leur campagne à des indicateurs business, chiffre d'affaires, qualité des leads, rentabilité ou valeur du client. Alors, faut-il s'inquiéter de la disparition progressive des DSA ? Je ne pense pas. En revanche, il faut voir cette annonce comme un signal très clair. Le futur du SIA ne semble plus se jouer uniquement sur les mots-clés, il semble se jouer sur la qualité des données, des contenus et des signaux que nous transmettons aux algorithmes. Et lorsqu'on prend un peu de recul, on retrouve exactement la même tendance que dans les autres sujets de cet épisode. Les moteurs répondent, les IA sélectionnent les sources, les outils deviennent conversationnels et désormais les plateformes publicitaires prennent elles aussi une part croissante des décisions opérationnelles. Le rôle du marketeur ne disparaît pas, mais il évolue. Moins d'exécution, plus de stratégie, moins de paramétrage, plus de pilotage. Et c'est probablement cette compétence qui fera la différence dans les années à venir. On termine cette sélection d'actualités avec une annonce qui mérite toute notre attention. LinkedIn vient de lancer son propre Creator Marketplace. Alors concrètement, il s'agit d'une plateforme qui permet aux marques d'identifier et de collaborer plus facilement avec des créateurs de contenu présents sur LinkedIn. À première vue, cela peut sembler assez classique. Instagram, TikTok ou encore YouTube proposent déjà ce type d'outils depuis longtemps. Mais selon moi, cette annonce raconte quelque chose de beaucoup plus intéressant. Elle confirme que l'influence marketing devient un véritable levier stratégique en B2B. Pendant longtemps, les entreprises B2B ont surtout investi dans le SEO, la publicité ou l'email marketing. L'influence restait souvent perçue comme un sujet réservé au B2C. Pourtant, les comportements d'achat évoluent, les acheteurs B2B consultent davantage de contenu, cherchent de retours d'expérience et accordent souvent plus de confiance à une personne qu'à une marque. Et cela fait directement écho à notre échange avec Amandine Martin-Briand de LinkedIn de la semaine dernière. Elle expliquait que les nouvelles générations de décideurs, notamment la Gen Z, recherchent davantage d'authenticité, de proximité et de contenu incarné. Autrement dit, ils accordent souvent plus de crédit à un expert qui partage son expérience qu'à un discours corporate parfaitement maîtrisé. Vu sous cet angle, le lancement de ce Creator Marketplace devient beaucoup plus stratégique et logique. LinkedIn ne se lance pas simplement sur une plateforme d'influence. LinkedIn s'adapte à l'évolution des comportements d'achat B2B. Et ce qui est intéressant pour les marketeurs, c'est que selon moi, 3 questions méritent d'être posées. Avez-vous identifié les experts ou créateurs qui influencent réellement votre marché ? Disposez-vous d'une véritable stratégie d'influence B2B ? Et surtout, vos collaborateurs sont-ils encouragés à développer leur visibilité sur LinkedIn ? Car dans de nombreuses entreprises, les futurs influenceurs B2B sont déjà là. Des consultants, des commerciaux, des experts métiers, des dirigeants, et sont souvent eux qui inspirent le plus de confiance. Alors finalement, cette actualité fait écho à l'ensemble de notre épisode. Dans un monde où les contenus deviennent abondants et où les réponses sont de plus en plus automatisées, la confiance devient un actif stratégique. Et cette confiance passe souvent davantage par des personnes que par des logos. Place maintenant aux chiffres de la semaine, et cette semaine, il est particulièrement impressionnant puisqu'on parle de 300% d'augmentation, 300% d'augmentation du trafic généré par les bots d'intelligence artificielle en seulement 1 an. Derrière ce chiffre, on retrouve les robots utilisés par ChatGPT, Claude, Gemini et Tutti Quanti. Le problème, c'est que
Chaque visite a un coût, de la bande passante, des ressources serveurs, de la puissance de calcul et donc de l'argent. Pendant longtemps, cet équilibre était relativement simple. Les moteurs de recherche exploraient les sites et en échange, ils leur envoyaient du trafic. Mais avec les moteurs de réponse et les IA génératives, cet équilibre commence à évoluer. Les robots continuent de consommer les contenus, parfois même davantage qu'avant, mais ils ne renvoient pas systématiquement des visiteurs vers les sites qui les produisent. Et c'est là que la question devient stratégique. Qui va payer la facture de l'IA ? Les plateformes d'IA, les éditeurs, les utilisateurs ou un mélange des trois ? Certaines entreprises commencent déjà à réagir avec des accords de licence, des partenariats ou des restrictions d'accès à certains robots. Et lorsqu'on prend un peu de recul, ce chiffre résume parfaitement l'un des grands défis de l'IA. Comment construire un modèle durable lorsque les contenus ont un coût mais que les clics deviennent de plus en plus rares ? C'est la question que je vous laisse en réflexion cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et avant de se quitter, si on devait retenir 3 choses de cet épisode. Le premier point, c'est que le clic ne disparaît pas, mais il devient plus rare, plus qualifié et plus précieux. L'étude sur le zéro-click marketing nous l'a montré, les internautes français continuent à cliquer, mais ils le font de manière plus intentionnelle. Pour les marques, cela signifie que la bataille ne se joue plus uniquement sur la quantité de trafic, elle se joue sur la capacité à inspirer confiance au moment où une décision doit être prise. Le deuxième point, c'est que le GIO, les moteurs de réponse et les IA génératives sont en train de créer de nouvelles règles de visibilité. Être bien positionné sur Google reste important, mais comprendre quelles sources utilisent les IA, comment elles évaluent la crédibilité d'un contenu et comment elles interprètent nos sites deviennent progressivement un avantage concurrentiel. Nous sommes probablement au début d'une toute nouvelle discipline marketing. Et le troisième point, c'est que l'automatisation progresse partout, dans les moteurs de recherche, dans les plateformes publicitaires et désormais dans les outils marketing eux-mêmes avec l'arrivée des MCP. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela ne réduit pas l'importance du marketeur, cela déplace simplement sa valeur, moins d'exécution, moins de manipulation d'outils et davantage de stratégie, d'analyse et de pilotage de données. Si cet épisode vous a fait réfléchir, si vous avez appris quelque chose, alors on a rempli notre mission, vous proposer un format court, activable, qui vous aide concrètement à enrichir vos stratégies marketing. Et comme souvent, je serais curieux d'avoir votre avis sur le sujet principal de cette semaine. Le zéro-click marketing est-il selon vous une menace pour les stratégies digitales ou au contraire une opportunité pour les marques capables de construire davantage de crédibilité et d'influence ? Venez poursuivre la discussion avec nous sur LinkedIn en recherchant Kevin Brun, BRUN Marketing, vous devriez me trouver assez facilement. Et si vous appréciez Digital Marketing for Pro, pensez à rechercher DM4 Pro sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, laissez-nous un commentaire et surtout, attribuez-nous 5 étoiles s'il vous plaît. C'est ce qui nous aide le plus à faire découvrir le podcast à d'autres professionnels du marketing. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.